On va parler de la deuxième partie. La deuxième partie, ça va être, eh bien, Franco. Franco qui est au-dessus de Yuri, voilà, le père de Yuri, Ah, je vois pas. Bah oui. sur le live. Exactement. Franco. Alors, on va refaire pareil, un petit speech sur Franco, puis Yuri va me dire ce qu'il en pense de ce petit speech, et puis nous allons partir sur le fait d'actualité qui le concerne également. Alors, hop, je prends mon truc. Alors, Francisco Franco est né en 1892 à Ferrol, un petit port espagnol. Dès sa naissance, il baigne dans une Espagne profondément catholique, un peu comme Pétain. Une Espagne forgée par des siècles de foi, de monarchisme, de reconquête, voilà, de reconquête, hein, on n'oublie pas la Reconquista, de martyrs et de processions populaires, un pays très catholique. Rien à l'origine ne le prédestinait, lui non plus, à devenir chef d'État, tout comme Pétain. Ce ne sont pas des enfants qui sont prédestinés à devenir de grands chefs d'État, appelés par le Seigneur, pour Franco en tout cas. Il est d'abord donc un soldat, élevé dans la discipline et le sens du devoir. Sa mère, Donna Pilar, a une influence énorme sur lui. Elle lui transmet surtout la piété, le respect de la morale et un sens aigu de la responsabilité. Il va même rejeter les vices de son père, parce que son père était un libertin et il était également un anti-catholique. Il ne faut pas l'oublier. Il sera également un mari fidèle et un père attentif. Chaque soir, Franco prie le chapelet avec sa femme et il vénère profondément les reliques. Pour ceux qui ne le savent pas, il gardera jusqu'à sa mort la main pétrifiée de Sainte Thérèse d'Avila dans sa chambre. Franco se savait responsable devant Dieu et devant l'histoire. Sa vie privée et sa foi étaient donc indissociables de sa mission. Rien ne prédestinait cet homme à faire non plus de la politique. Sa vie est militaire, faite de discipline, de sacrifice et de fidélité à l'Espagne. C'est un fils de l'Espagne. Mais l'histoire allait l'appeler à un rôle que personne d'autre ne pouvait tenir. L'Espagne avant Franco, il ne faut pas l'oublier, c'est un enfer pour les catholiques. C'est vraiment l'enfer sur terre. Quand la Deuxième République arrive en 1931, l'Espagne va basculer dans le chaos. Les incendies d'églises se multiplient, les couvents sont brûlés, les processions sont attaquées, les prêtres sont assassinés. Plus de 7000 prêtres assassinés sur 5 ans. Les fidèles sont également pris pour cible. Les partis marxistes et anarchistes contrôlent la rue, donc les socialistes communistes, etc. La franc-maçonnerie s'immisce partout, dans les ministères, dans les institutions, et même les historiens républicains d'aujourd'hui reconnaissent ce climat insurrectionnel. On était proche du génocide. C'était une guerre contre le catholicisme, l'Église y était martyrisée, les congrégations disparaissaient, les écoles catholiques fermées, les fidèles vivaient dans la peur. Et l'Espagne, à ce moment-là, n'était absolument plus un pays, c'était vraiment l'enfer. Vraiment, pour ceux qui... C'était la Révolution française. La guerre civile, la défense de l'Église, le 18 juillet 1936, l'armée va se soulever. Et attention, par contre, ce soulèvement n'était pas pour imposer une dictature, absolument pas. C'était un soulèvement nécessaire pour arrêter ce génocide rouge qui commençait à pointer le bout de son nez. Les républicains procédaient à des arrestations arbitraires, des exécutions et des prises d'otages dans les paroisses même. Le pays était donc au bord du sang, au bord du bain de sang. C'est à ce moment-là que la Providence va faire émerger Franco comme le seul général capable d'unifier les forces nationalistes, de coordonner les opérations et surtout d'éviter que l'Espagne ne se transforme en un espèce de patchwork Codillos-Rivaux. Il définit cette guerre civile comme une croisade. Et ce terme n'est absolument pas sorti de nulle part. Il est validé par l'évêque Pla y Déniel et il est confirmé par la lettre collective des évêques espagnols en 1937. Ils appellent ça une croisade. Ils vont user de la légitime défense comme les catholiques, à Jérusalem, en Terre Sainte contre les musulmans, etc. Durant cette période, des milliers de prêtres, des religieux sont massacrés par les milices républicaines. Mais Franco et les nationalistes vont stopper cette extermination et vont sauver le catholicisme en Espagne. Franco va mettre fin à une véritable orgie de violence anticléricale. C'est pour ça qu'il faut comprendre son rôle. Il n'est pas un tyran sanguinaire, mais c'est plutôt un protecteur de l'Église
et de la civilisation chrétienne et espagnole. Maintenant, on passe à la fin de la guerre et l'instauration du régime. En 1939, après 3 ans de guerre civile, l'Espagne sort vivante, mais elle est complètement dévastée. Les villes sont détruites, les infrastructures sont ruinées, l'économie elle est complètement anéantie, il y a la famine, les gens crèvent de faim. Franco devient donc chef de l'État parce qu'il est le seul capable de reconstruire un pays totalement dévasté. Son régime n'est absolument pas une démocratie, et ça nous le savons. Et nous allons même le dire clairement, c'est un régime autoritaire, national et catholique. Né d'une guerre civile, il a pour objectif premier surtout de restaurer l'ordre et la foi. Sous son gouvernement, les écoles catholiques vont réouvrir, un peu comme Pétain finalement. Les congrégations vont renaître, la liturgie et les processions seront de nouveau protégées, les séminaires se remplissent, l'Espagne commence à retrouver sa spiritualité après 5 longues années de massacres et de persécutions. Entre 1940 et 1975, l'Espagne va tout simplement se transformer. L'espérance de vie va augmenter de 20 ans, l'analphabétisme va diminuer fortement, les infrastructures vont se développer. L'économie, quant à elle, va se stabiliser. L'Espagne entre dans l'ère moderne. Franco n'agit pas seul, mais il va poser des bases solides pour cette reconstruction. Il va, comme Pétain, encore une fois, interdire la franc-maçonnerie dès 1940, la désignant comme l'un des moteurs du chaos républicain. Les loges puissantes depuis 1931 sont dissoutes pour toute la durée du régime. Elles ne seront rétablies comme par hasard qu'après 1978 dans une Espagne post-Franco, comme avec Pétain et De Gaulle. De Gaulle va remettre la franc-maçonnerie en France, et bien en Espagne c'est pareil. C'est pareil. Et on peut lui accorder ça également à Franco. Une des grandes mesures, c'est sa neutralité dans la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à Hitler et Mussolini, Franco va refuser d'engager l'Espagne dans la Seconde Guerre mondiale. Il va résister à toutes les pressions. Et je peux vous dire qu'Hitler menait de très grandes pressions sur Franco, mais il a toujours refusé. Il a toujours maintenu la neutralité. Cette décision va préserver le pays des horreurs du conflit et va protéger cette civilisation espagnole et chrétienne. Cette neutralité, d'une manière ou d'une autre, servira finalement les Alliés. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont allés se réfugier en Espagne, et beaucoup de résistants également. Et un point d'orgue également, c'est sa relation avec l'Église et le Vatican. En 1953, Franco va signer le Concordat avec le Vatican. L'État de Franco va s'engager à financer le clergé, à l'exempter d'impôts et à garantir que l'enseignement respecte la doctrine catholique. Le régime reconstruit des centaines d'églises détruites et va en bâtir même des nouvelles. Les fêtes religieuses comme le Corpus Christi sont restaurées. La moralité publique est stricte. Les maisons closes vont fermer. Devant les Cortés, Franco déclare « L'État parfait, c'est l'État catholique. La loi civile doit donc soutenir la loi morale », affirme-t-il. Franco n'est donc pas comme Hitler ou Mussolini, il est moralement irréprochable. C'est un homme fidèle, un homme dévoué, et surtout c'est un homme pieux. Il se considère responsable devant Dieu. Sa famille va bien entendu profiter de sa position, mais lui il reste scrupuleux dans ses finances. Jamais de pot de vin, jamais d'abus. Il investit prudemment ses économies dans des projets publics qui vont servir l'Espagne. Et il ne faut pas oublier que son petit-fils, c'est Louis XX, le roi légitime de France. C'est pour cette raison que Louis XX a une vénération pour son arrière-grand-père. Parce que c'est un homme bon, un homme pieux, un homme catholique. Sa vision du monde est donc claire. Il protège la civilisation chrétienne contre 3 menaces. Le communisme, la franc-maçonnerie et surtout le capitalisme libéral débridé. Celui qui viendra prendre le pas une fois que Franco quittera le pouvoir suite à sa mort. Et puis qui a pris le pouvoir en Europe et en France en général. Il veut l'ordre et l'unité nationale. Pour lui, sans stabilité, la vie chrétienne ne peut pas s'épanouir. Maintenant, on passe à sa mort. Franco meurt en 1975, âgé et usé. Il meurt en catholique, dans la prière, entouré de religieux. Et il transmet, ça c'est important, le pouvoir pacifiquement au roi Juan Carlos, qu'il a préparé pour restaurer la monarchie. Voilà. Et Franco ne crée pas une dynastie franquiste ou je ne sais quoi. Voilà, il ne crée pas une dynastie. Il va pacifiquement donner au roi d'Espagne, qui est le légitime héritier du trône, parce qu'il estime que l'Espagne est monarchiste et elle doit retrouver son roi. Il ne va pas essayer de garder le pouvoir pour lui ou sa famille, absolument pas.
pacifiquement, il va donner le pouvoir. Donc, contrairement aux caricatures républicaines et maçonniques, il ne s'accroche absolument pas au pouvoir. Il rend l'Espagne à son roi, fidèle à sa vision monarchique et chrétienne. Nous ne faisons donc ici pas de Franco un saint, hein, même si moi, personnellement, je n'aurais pas d'avis contraire. Mais il y a eu très certainement des excès, des répressions, certes parfois dures, des libertés politiques très limitées, surtout au début de la guerre, enfin au début de sa prise de pouvoir, pour anéantir ces génocidaires, pour anéantir tous ces scandales, donc qui ont été forcément marqués par la violence. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de toutes les violences? Non. Mais certaines de ces lois ont pu être dures, ça c'est sûr. Mais parfois, pour restaurer un enfer, il faut être ferme. Il a arrêté la persécution de l'Église, il a protégé les prêtres et les fidèles, il a reconstruit une Espagne ruinée, il a empêché l'instauration d'une dictature marxiste, il a interdit la franc-maçonnerie, il a maintenu l'Espagne neutre pendant la Seconde Guerre mondiale et il a transmis le pouvoir pacifiquement. Voilà tout ce qu'on peut lui accorder à Franco. Franco reste l'homme qui a défendu la foi catholique, a restauré l'ordre et a préparé l'Espagne à un avenir stable, chrétien et surtout moral. Il a sauvé la civilisation chrétienne occidentale d'une destruction certaine et a veillé à ce que la nation retrouve sa dignité et sa spiritualité. Donc voilà pour Franco. Yuri, est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit? Oui, bien sûr, je souhaite aussi rajouter certains éléments. Souvent, on accuse le régime de Franco d'avoir eu des relations avec l'Allemagne nazie. Je tiens à souligner que absolument aucun juif qui ont été en Espagne n'ont été livrés aux Allemands, ni que ce soit des juifs espagnols ou bien des juifs allemands. Le régime de Franco n'a livré aucun juif aux Allemands, et tous les juifs qui fuyaient, tous les juifs d'Europe de l'Ouest qui fuyaient justement les persécutions des nazis, se sont réfugiés en masse en Espagne, et uniquement en Espagne, car ils savaient que le régime de Franco les protégeait, et que Franco refusait d'envoyer des juifs en Allemagne, de les renvoyer dans leur pays. Et avec tout ça, donc Franco, enfin, il y a eu 50 000 juifs, 40 000 à 50 000 juifs qui se sont réfugiés en Espagne. Et Franco, par l'intermédiaire de ses diplomates, notamment Ángel Sanz Briz, je ne sais pas si je le prononce bien, qui était un diplomate, qui était, je crois, ambassadeur en Hongrie ou quelque chose comme ça, a permis, donc cette personne-là a permis de sauver, je crois, 5 000 juifs d'Hongrie, qui ont reçu des passeports espagnols et qui ont pu du coup partir de Hongrie et aller se réfugier en Espagne et puis ensuite dans d'autres pays. Et c'est le cas aussi pour Sébastien de Romero, lui je crois que c'était en Grèce, qui a permis à des milliers de juifs, par le biais de l'Espagne franquiste, d'avoir la vie sauve en fait. Donc le régime de Franco a sauvé des juifs. Le régime de Franco a sauvé des juifs, et personne, absolument personne sur cette planète ne peut contester cette affirmation que le régime de Franco a sauvé des juifs, et personne sur cette terre ne peut dire que le régime de Franco a tué des juifs. Personne. Absolument Ou personne. qu'il était nazi même. Oui, donc personne ne peut dire ça. Franco a mené en 1936 une guerre contre les républicains espagnols, et les républicains espagnols qui, eux, étaient des agents de l'étranger, et les républicains espagnols, lors de l'Espagne, il ne faut pas oublier que lors de l'Espagne, lors que l'Espagne a accumulé pendant des siècles avec la colonisation, avec la conquête de l'Amérique, l'intégralité de l'or d'Espagne a été aux mains des républicains. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Où est cet or aujourd'hui? Eh bien, l'intégralité Si, de l'or d'Espagne a été envoyée à Moscou. Ça a été envoyé à Moscou chez les communistes, chez ceux qui ont persécuté des millions de personnes, qui ont tué des millions de personnes, qui ont tué des millions de Tchétchènes, de Kazakhs, de Russes, de Grecs, d'Ukrainiens, de Cosaques, de Bouriates, qui ont exterminé des peuples. Et bien, lors de l'Espagne, les républicains espagnols l'ont envoyé
en URSS chez les communistes. Et Quel ça, scandale. absolument personne le dit. Et il faut quand même le souligner. Et ils ont totalement voilà, liquidé les caisses de l'État espagnol. Et justement, c'est à cause de ça qu'il y a eu que l'Espagne s'est difficilement rétablie de cette guerre civile. C'est que justement, ils sont partis avec la caisse. Les républicains espagnols sont partis avec les caisses, ils sont barrés avec l'or de l'Espagne. C'était une des plus grandes réserves d'or du monde, de l'histoire de l'humanité. Ils sont partis avec la caisse et ils l'ont envoyée à Moscou, chez les communistes. Donc voilà, il faut retenir que l'Espagne de Franco a sauvé des juifs, a protégé les juifs, n'a jamais livré aucun juif à Hitler, n'a jamais tué des juifs, et que les républicains espagnols ont fait des massacres. Alors oui, il y a eu aussi des massacres du côté des nationalistes, du côté de Franco, évidemment, la guerre, c'est pas non plus très joyeux. Mais la différence, c'est que Quelle est passion les humaine. nationalistes, voilà, les nationalistes n'ont pas non plus tué des enfants. Alors que c'est des républicains espagnols, communistes, anarchistes, qui ont fait des massacres partout, qui ont brûlé vifs des gens. Les nationalistes espagnols n'ont pas fait. Et je tiens aussi à souligner que l'Espagne, à ce moment-là, ils avaient des colonies au Maroc, et que les Marocains, ceux qui ont pris part à la guerre, ont, dans leur très grande majorité, soutenu Franco, notamment un des plus grands généraux marocains, enfin, de l'histoire de l'Espagne, enfin, pas de l'histoire de l'Espagne, mais de l'histoire de cette guerre, qui était, si je me souviens bien, je l'ai sous les yeux, qui était le général Mohamed Ben Maziane, qui était donc un ami, d'ailleurs très proche de Franco, qui a été nommé général. Alors, des généraux musulmans dans l'histoire de l'Europe, il n'y en a pas eu beaucoup. Et Surtout ça a été un d'Espagne, quoi. des. On connaît Oui, l'histoire, surtout le l'Espagne. passif en plus avec l'Espagne. Mais ça a été justement un des rares généraux musulmans dans une armée en Europe. Et, et voilà, donc je tiens à souligner que les Marocains étaient pro-Franco, n'étaient pas, évidemment pas pro-communiste. D'ailleurs, l'Afrique du Nord sera aussi pro-Pétain, hein. Cette armée de Oui, évidemment. libération africaine du Nord est pro-Pétain. Donc il y a quand même une réécriture de l'histoire par ces républicains communistes parce qu'ils ne veulent pas assumer en fait leurs exactions. On se rappellera également que les communistes français, au début, ont saboté les résistants, hein, parce qu'il y avait encore le pacte germano-russe, enfin germano-soviétique. Donc les communards français étaient à la botte des communistes, comme là tu l'expliques avec ces sales communistes espagnols qui ont vidé les caisses de leur pays pour aller financer le parti communiste. C'est scandaleux. Exactement. Exactement. Mais il y avait eu en France, il y a eu le secrétaire du Parti communiste qui était, je crois, qui était Maurice Thorez, qui a été du coup mobilisé quand la France a été en guerre contre l'Allemagne, qui a été mobilisé en 1939, et du coup il a rejoint évidemment comme tout le monde les rangs de l'armée française, et il a déserté. C'est-à-dire que la France n'avait pas perdu, hein. La France était en guerre contre l'Allemagne, la France n'avait pas encore perdu, les Allemands n'étaient pas en France, ils n'avaient pas mis le pied en France. Le secrétaire général du Parti communiste français a déserté, a déserté la France pour rejoindre Moscou. Il a déserté la France. On devrait interdire le Parti communiste français. Oui, clairement. Ah bah oui, Au, mais c'est au un même parti titre que de le nazisme, hein. déserteurs. Au même titre que le nazisme, hein. C'est Le Parti communiste, évidemment, c'est un parti de déserteurs, de collabos, parce qu'ils ont collaboré avec les nazis en 1940. Et c'est très bien. surtout un parti qui quand même glorifie, qui a pactisé avec les soviétiques, qui glorifie l'URSS. Rien que pour ça, il faudrait interdire. Et qui a commis des centaines de millions de morts, que ce soit dans leur propre patrie, chez les autres, etc., avec tous les régimes communistes chinois, avec Mao, avec tout ça, hein. C'est une idéologie politique qui est mortifère et génocidaire, qui devrait être interdite au même titre que le nazisme. Je suis absolument désolé. Et quand tu vas voir là, sur l'actualité de Franco concernant la messe, Jan Brossat, ce candole pro-soviétique, pro-communiste qui va insulter Franco et qui va insulter ceux qui veulent bien une messe pour l'âme de Franco, alors qu'il a du sang sur les mains
à cause de son parti, enfin, à cause d'être communiste, hein. Voilà, c'est scandaleux. Ces gens s'érigent en maîtres et en juges alors que ce sont les pires crapules que le monde ait pu porter. Je veux dire, entre eux et les nazismes, c'est un, c'est un combat presque égal, là, hein, j'ai envie de dire. Mais non, mais même pas, c'est inégal. Les, les, les nazis ont commis d'énormes atrocités, mais c'est absolument rien comparé à ce que les En matière communistes de ont fait. chiffres, Alors oui. Les évidemment, chiffres ont fait plus, ouais. évidemment, il y avait plus de régimes communistes, c'est vrai, mais quand même, les communistes ont fait crever la moitié du peuple kazakh. Ouais. Ils ont fait crever 6 millions d'Ukrainiens. Je sais même pas si enfin, c'était 5 millions d'Ukrainiens. C'est chou, c'est quand même fou, c'est quand même scandaleux. Et ils ont fait crever de faim. De faim, je sais même pas si vous imaginez. C'est-à-dire qu'il C'est y la avait des pire des gens qui tortures, étaient hein. là, ils crevaient de faim. Ils pouvaient crever de faim. Ils étaient squelettiques. Ils crevaient de faim. C'est exactement comme les Juifs dans les camps de concentration. Ils ont eu des procédés, mais absolument abjects. Et aujourd'hui, on accepte que des gens puissent glorifier l'URSS, puissent tenir, puissent brandir dans des manifestations des drapeaux communistes, des drapeaux soviétiques. Et en France, moi je le sais, à Clermont-Ferrand, il y a une avenue qui s'appelle Avenue de l'Union soviétique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si on mettait l'avenue du Reich allemand. C'est absolument scandaleux. C'est l'Union soviétique a exterminé des millions de personnes, et des peuples entiers qui ont été mis et qui ont été envoyés dans des wagons et qui ont été envoyés en Sibérie et ils crevaient de froid dans des wagons, ils crevaient de faim dans des wagons. Et ensuite, s'ils n'étaient pas morts, ils étaient envoyés dans des goulags et dans les goulags, ils crevaient aussi, ils crevaient de froid, crevaient de faim et travaillaient pendant des heures sans jamais se reposer. Et aujourd'hui, en France, on a des rues en France qui s'appellent avenue de l'Union soviétique. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ensuite, on nous fait la leçon sur, oui, il y a eu une messe en mémoire de Philippe Pétain. Et à côté, on glorifie le communisme, on glorifie l'URSS. Il y a des gens en France, ils peuvent, ils peuvent faire des tweets, ils peuvent le dire à la télé, que Staline était une bonne personne, qu'il a fait du bien. Et imaginez si vous faites pareil, si vous dites, ah, Hitler, il a fait du bien, c'était une bonne personne, vous allez tout de suite vous avoir un milliard d'associations derrière Ah qui oui. vont porter plainte, et ce qui est normal, enfin, Hitler, c'est quand même une simple. Mais derrière, il y a des gens qui peuvent, sans souci d'aucune loi, ils peuvent dire, oui, voilà, Staline, c'était une bonne personne, il a fait des choses bien. Voilà. Là, on peut le dire tranquillement. En France, personne ne veut rien dire, c'est normal. C'est Sans quand même oublier dingue. cette révolution bolchevique, hein, qui ira jusqu'à tuer, hein. On n'oublie pas la famille royale russe, hein. Ils viennent chez eux, ils vont tuer les enfants et la femme, il me semble, hein, c'est ça. Ah, mais en fait, oui, en fait, c'était, je sais plus dans quelle ville, Ekaterinbourg peut-être. Ils ont, donc, du coup, ils avaient reçu l'ordre. Donc, la famille royale était du coup surveillée par les communistes. Comme en Et France avec la Révolution française, hein, voilà, où Louis XVI exactement, exactement. était en Donc, prison avec sa ils, famille, hein, ils étaient emprisonnés. Alors, pas dans une prison, c'était dans une dans leur maison secondaire. de Ouais. surveillance. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reçu l'ordre du coup de tuer la famille royale, la famille impériale plutôt, parce que c'était un empire, c'était un tsar, Puis russe, ouais. parce que juste les armées contre-révolutionnaires, les armées blanches, et surtout la Légion tchécoslovaque, étaient en train d'avancer et étaient à deux doigts du coup de libérer le tsar. Et du coup, ils ont décidé donc de tuer toute la famille, c'est-à-dire ils ont ils ont réuni donc les enfants du tsar, le tsar, la tsarine, le tsarievitch, ils ont réuni dans une pièce et ils leur ont tiré dessus. Ils leur ont tiré dessus totalement à bout portant. Ils ont tué les enfants. Ils ont fait absolument plein de massacres. Et moi, je sais, bah, mes ancêtres ont été tués, mes propres ancêtres. Je sais qu'ils ont été tués par les communistes en Ukraine. J'ai même mes propres ancêtres. Et aujourd'hui, on peut totalement glorifier la révolution bolchevique, dire que Lénine était une bonne personne, et personne ne va jamais remettre en cause leur régime, jamais, jamais. Le fait qu'il soit pas interdit, de toute façon, on voit là que communisme, marxisme, socialisme, tout ça, c'est de la même graine, la même racine. Tout ça, c'est Satan, tout ça, c'est la franc-maçonnerie, tout ça, c'est les sionistes d'aujourd'hui, etc. On peut voir tout ça, voilà.
Et c'est eux qui ont réécrit l'histoire. C'est eux qui ont fait Ah oui, passer les méchants pour les gentils. Enfin, sauf bon pour le nazisme, on est d'accord. Hein. Mais je veux dire, voilà, ils se font passer pour des gentils, pour des libérateurs, des sauveurs. Mais mais ce c'est ne sont l'empire rien du de tout ça. mensonge. Mais oui, Mais il y a un truc qui est frappant. Les, les nazis, pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, ils ont violé 500 000 femmes, ce qui est énorme, ce qui est absolument énorme dans toute la Seconde Guerre mondiale. Les communistes, en, en une seule année, en une seule année du coup de l'invasion de l'Allemagne, en une seule année, ils ont violé 2 millions d'Allemandes. 2 millions d'Allemandes. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Les nazis ont violé 500 000 femmes dans toute l'Europe. Les communistes, uniquement en Allemagne, ont violé, en un an, ont violé 2 millions de femmes. C'est absolument scandaleux, c'est terrible. Et d'ailleurs, ça fait écho un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Je me dis que avec toutes les personnes qui disent que oui, les conservateurs, c'est des fachos, etc., on peut limite, par exemple, l'affaire de Charlie Kirk, on peut tuer comme ça une personne, on peut vouloir sa mort. Mais je me dis qu'en fait, ces personnes-là, puisqu'ils souhaitent la mort de certaines personnes, s'ils sont au pouvoir, ils pourraient justement commettre des viols de masse. tout à fait. La mort, c'est quand même pire que le viol. Donc en fait, ils iront violer des femmes, justement parce qu'elles n'ont pas les bonnes idées. Ils iront violer en masse des femmes. Ça fait Non, vraiment peur. Et c'est les mêmes personnes. Voilà, à chaque fois, enfin, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème quand même avec les hommes de gauche. Ils ont une tendance quand même une certaine faire tendance couler le sang. à faire couler le sang et à violer. Il y a quelque chose qui ne va pas chez Les eux. animaux, c'est des animaux, tout simplement. Mais chez C'est les dans hommes, leur évidemment, ADN. je ne parle pas des femmes, là. Je parle des hommes de gauche. Ouais. Il y a quelque chose. Avec ce qui s'est passé en URSS, c'est même partout, quoi. Même en France, chez les politiques, toutes les affaires de viol qu'il y a eu ou les affaires de tabassage de femmes, c'est quand même surtout chez les partis de gauche, quoi. Mon arrière-grand-père s'est battu aux côtés des armées donc blanches, des armées anti-bolcheviques, et notamment dans les régiments du Baron Noir, du général Wrangel. Voilà. On voit même chez ces armées-là, pour l'Empire russe, quand ils capturaient par exemple des bolcheviks, on pouvait voir le traitement était totalement différent entre un communiste et un royaliste. On a pu le voir également durant la Révolution française avec les Chouans. Les Chouans ou les Vendéens, ils capturaient par exemple des républicains, eh bien ils n'allaient pas les tuer. Ils allaient faire preuve de clémence. Par exemple, là on a célébré Avranches cette journée où eh bien en fait pour vous raconter rapidement dans les faits, en fait à Avranches les républicains sont arrivés de Normandie, comment s'appelle cette ville, des côtes de Cherbourg. Ils sont arrivés, ils ont commencé eh bien à prendre Avranches, etc. Et avant ça, les Chouans l'avaient prise avec les Vendéens, avaient pris cette ville et ils avaient tondu les prisonniers. En principe, c'est ce qui se faisait, tu vois. On tondait les prisonniers républicains, ils juraient qu'ils ne participeraient plus au combat, comme ça on pouvait les identifier plus facilement s'ils avaient rompu leur serment. Mais ce qu'ils font, eux, les républicains révolutionnaires, c'est qu'ils arrivent à Avranches, il y avait 70 blessés dans l'église, enfin des Chouans, etc., qui étaient blessés. Les républicains les ont tous fusillés. Et en fait, c'est pour ça qu'on célèbre Avranches, ils ont commis entre 800 et 1000 assassinats. C'est-à-dire des blessés, des malades, des femmes, des machins, ils les ont tous fusillés. C'était le mot d'ordre. Et donc, pareil en URSS, vaut mieux être prisonnier d'un royaliste que prisonnier d'un communiste, hein. Parce que ils commettaient des exactions mais insupportables. C'est inhumain, ce sont des animaux ces gens-là, De toute des façon, animaux. c'est la mentalité communiste. En fait, c'est le but du communisme, c'est de faire la révolution. Et Clairement, oui. toute personne qui était contre la révolution, bah, fallait la tuer. Et qui est C'est le ça, père de la révolution? Satan. C'est pour ça que nous exactement. sommes contre-révolutionnaires. Nous ne sommes pas des révolutionnaires, mais des contre-révolutionnaires. On fait une contre-révolution de la révolution. Exactement. Totalement d'accord avec toi, Yuri, monsieur Gigi. Bah, les gens de gauche ne maîtrisent pas leurs émotions et leurs pulsions. Non, ce sont bien souvent, ce sont des psychopathes, hein, surtout en temps de guerre, hein.
On l'a toujours vu, hein, comme là on a vu avec, en Espagne, on a vu en URSS, on a vu en France, on a vu également, bon après c'était des anglicans protestants en Angleterre, mais il y a peut-être un fond de communisme et de marxisme également, même si c'est Au plus Cambodge. libéral. Au Cambodge aussi, ouais, exactement. Mais à chaque fois qu'il y a eu des régimes communistes et des guerres communistes, il y a eu des viols de masse. À chaque fois. C'est vrai. À chaque fois. À chaque fois. Quand, par exemple, je vais revenir à la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, les Américains, ils ont violé beaucoup de femmes, mais femmes allemandes, mais ils ont violé 30 000. Les communistes, c'est 2 millions. C'est incomparable. C'est chaud quand même, hein. 2 millions. 30 000, Il quoi. y a ce besoin de souiller la femme et la pureté finalement. Parce Mais qu'en oui. fait, je pense qu'au fond d'eux, ils savent que ce sont des animaux et des démons, tu vois. Ils ont besoin donc d'aller souiller cette pureté. C'est un peu comme les... Non, justement. Mais pour eux, pour les communistes, ces personnes-là, ces Allemandes-là, c'était elles, les animaux. C'est-à-dire qu'on pouvait faire Oui, oui, son oui, oui. PNL. Ah, ben, de leur point Puisque de vue, ouais, clairement. elles étaient nazis. Vu qu'elles étaient nazies, on pouvait les violer. C'est D'ailleurs, ça? c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Dresde, hein. Dresde, un des bombardements les plus célèbres, hein. La ville complètement rasée. Il y a eu plus de... Attends, c'était combien? 3900 tonnes, un truc comme ça, de bombardement. Les gens n'imaginent pas aujourd'hui. C'est qu'en fait, les Allemands n'étaient pas tous nazis. Les gens ont du mal Bah à oui. concevoir ça. C'est pas parce qu'il y avait le nazisme que tous les Allemands étaient nazis, hein. C'est pas parce que ils avaient un président nazi, enfin dictateur après nazi, Ouais. il y avait l'hitlérisme, etc., que les civils étaient responsables d'une quelconque façon. Et pour autant, il y a eu des exactions faites sur le peuple allemand. Et est-ce que vous entendez ce peuple allemand se plaindre aujourd'hui, demander des comptes quand Dresde se fait bombarder, quand Hambourg se fait bombarder, quand Nuremberg, etc. Tout ce qu'ils ont subi, le peuple allemand, vous n'imaginez même pas sur cette guerre. Ils ont plus perdu qu'ils ont gagné finalement. Vous allez pouvoir Ouais, dire oui, mais bon, ils ont fait du nazisme, partout. Hitler, ok. Mais les civils, eux, ils n'ont rien fait. Les enfants bombardés, violés, etc., massacrés par les Alliés, par les Anglais, par l'URSS, etc. C'est catastrophique. Les gens ne se rendent pas compte. Et pour autant, l'Allemagne n'a pas été revancharde jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, elle aurait pu être revancharde, mais elle n'a pas été encore. Tu vois. Et il y en a qui se victimisent pour 10 fois moins de ce que le peuple allemand a subi. Parce que ça a été une humiliation extrême, hein. C'est Clairement, quand ouais. même, l'Allemagne a été coupée en deux, a Oui. été coupée en deux pendant des années. Et puis même, d'ailleurs, tu parles de couper en deux, mais tu vois l'occupation de l'Ouest, ce qui subissait également par rapport à l'occupation de l'Est. C'est pour ça qu'il y avait un mur de C'est Berlin et terrible. ils voulaient venir jusqu'à leur propre vie pour passer de l'autre côté. Et Bah, pourquoi? ils se faisaient tuer par les communistes, Ils s'ils se voulaient faisaient partir. lyncher par les communistes, c'est clair. Et ils vivaient dans une situation dramatique, l'Ouest de Berlin. C'était dramatique. C'était insupportable d'être sous le commandement communiste. C'est insupportable. J'étais de gauche autrefois, je peux dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence à gauche. Mais clairement, et puis ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Pourquoi? Parce que l'État est avec eux. Quand on voit tous les antifascistes soi-disant, hein, entre grosses guillemets, hein, qui ont le champ libre dans les rues pour aller exploser des vitrines, pour aller mettre le feu à des magasins, pour aller commettre des exactions contre des personnes qui sont jugées être de droite et d'extrême droite. Voilà, ils ont le droit de déshumaniser des gens. Ils sont dans un délire paternaliste également, avec l'immigration, etc. En fait, les immigrés, ce sont leurs esclaves. Et il ne faut pas oublier non plus que Staline et puis Marx, etc., n'aimaient pas trop les Arabes, n'aimaient pas trop les musulmans, etc. non plus. D'ailleurs, sous Staline, il y avait de la propagande pour retirer le voile des femmes musulmanes, hein. Il ne faut Là, pas oui, l'oublier, ça hein. s'appelait les Houjoum. C'est-à-dire que les communistes, ils allaient dans les territoires musulmans et Mm. ils arrachaient les voiles des femmes dans la rue et ensuite ils rassemblaient tous les musulmans du village et ils brûlaient les voiles en place publique. Et évidemment, si les femmes se rebellaient, elles se faisaient systématiquement violer. Mais il y a Ça, eu évidemment des campagnes terribles. Enfin, les Tchétchènes ont été déportés. Il y a tous les peuples musulmans du Caucase énormément ont été déportés. Les Tatars de Crimée ont été déportés en Sibérie. Et ils sont morts par millions dans les wagons qui menaient à la Sibérie. Il y a eu énormément d'exactions.
les communistes, ils avaient aucun, ils n'étaient pas plus proches des musulmans que des autres religions. Ils les détestaient tout autant. Et d'ailleurs, en fait, on le voit même aujourd'hui. Même les gens que les personnes appellent des islamo-gauchistes. Mais au final, quand on parle vraiment à ces personnes-là, je peux vous dire qu'il n'y a pas plus anti-musulmans que ces fameux, entre guillemets, islamo-gauchistes. Ces gens-là, ils ont une haine des religions en général, et du coup, ils ont une haine de l'islam. Et je peux vous dire que pour les avoir entendus, pour les avoir entendus, quand il n'y avait pas de musulmans à côté, mais ils disent des horreurs en fait sur l'islam. Ils sont pas, il y a aucune c'est pas c'est pas des dhimmis, hein, ces gens-là. Hein. Je pense que s'il n'y avait pas le catholicisme en France, ils passeraient leur temps à taper sur les musulmans. Hein. Faut pas croire. Hein. Sauf que là, du coup, c'est des alliés utiles de circonstance pour le moment. Pour Oui, le moment, ils mais s'en servent ils comme le alliés. cachent. Mais ils Oui, cachent leur haine ils sont et dans ils cachent une leur haine de takia, ouais, l'islam. comme les musulmans, ils sont dans Oui, une takia, ouais. mais oui. Bah oui, mais évidemment. Ils sont là, oui, on veut protéger les droits de ces personnes-là. Mais je peux dire que si un jour ils sont au pouvoir, ça sera les premiers à interdire le voile. Hein. Ça sera les premiers. Dans tous les régimes communistes, ils ont interdit le voile. Dans le régime communiste en Albanie, ils détruisaient toutes les mosquées. Ils ont détruit les mosquées, ils interdisaient les femmes de porter le voile. Tu regardes en Et, Chine aujourd'hui avec les Ouïghours, par exemple, c'est exactement pareil. bah Hein. oui. Le régime Mais communiste ce qui chinois, est fou, mais ce qui est fou avec ça, c'est que les communistes en France, les gens de gauche en France, ils contestent, ils contestent les massacres que subissent les Ouïghours en Chine. C'est quand même fou parce que justement le régime chinois est communiste. Ils contestent ça. Ils font ouais, mais c'est pas le vrai communisme, Yuri. C'est pas ça le évidemment. communisme. Mais le communisme, c'est un universalisme. Hein. C'est un universalisme qui est déréglé. C'est en fait, voilà, pour moi, je vois ça, ce sont des gros cucks, des gros candoules. C'est-à-dire que tu vas avoir des Français qui vont devenir, tu vas avoir des Français qui vont devenir communistes. Et en fait, ces Français vont prêter allégeance à un pays étranger, en fait, une cause étrangère. Et ça, ils devraient tous fusiller durant la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui ont pactisé comme ça. Certes, après, des communistes se sont venus. Attends, excuse-moi, j'ai le truc. Certes, des communistes sont venus après dans la résistance, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les premiers résistants, ce sont des royalistes en France à la Seconde Guerre mondiale. Oui, Ce sont les oui, royalistes. Ben oui. L'action française était ils ont déserté. pionnière Les dans la communistes ont résistance. déserté. Les communistes ont déserté avant même que les Allemands soient en France. Et comme je l'ai dit, je le rappelle, le secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, a déserté l'armée française pour aller à Moscou. Il a déserté. Et rien que pour ça, cette pourriture-là, on devrait quand même, on devrait le dire aux gens, quoi. Et on devrait interdire le Parti communiste justement parce qu'il y a eu des pourritures et des ordures dans l'histoire. Comme Maurice Thorez qui a fui qui a fui devant les Allemands. Il a fui, tout simplement, fui. Clairement. Ils viennent nous dire qu'ils sont antifascistes, qu'ils sont anti-nazis, alors que c'est faux. Ils l'ont jamais été. Et oui. C'est toujours pareil, c'est du flan, c'est de la fumisterie. Alors, on va voir maintenant le fait d'actualité concernant Franco. Alors, c'est France 3 Régions qui a titré, c'est Yann Brossat, je crois, qui dit ça dans son tweet. En tout cas, on va voir ça un peu plus loin, mais on réhabilite les pires ordures. Une messe en hommage au dictateur Franco, bientôt interdite à Paris. Alors qu'un communiqué d'une association franquiste annonce une cérémonie pour le 50e anniversaire de la mort du dictateur national catholique espagnol, le sénateur, ouais, donc c'est lui qui a dit ça, le sénateur Yann Brossat, hein, donc comme je disais, Yann Brossat, c'est le patron des communistes français, appelle à empêcher cette cérémonie prévue dans une chapelle parisienne, et en plus donc prévue à la Fraternité Saint-Pédis. Le groupe Ah, à qui est dévolu le lieu de culte évoque un non-événement. Après avoir rendu hommage à Pétain-Verdun, c'est à Franco qu'il souhaite rendre hommage, dénonce Yann Brossat sur X. À Paris, l'extrême droite ne doit pas faire sa loi, alerte le sénateur PCF, qui appelle dans son communiqué à interdire une messe en hommage à Franco Bahamonde et à José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange, mouvement nationaliste et fasciste espagnol, créé en 1933. Est-ce que tu peux nous dire, Yuri, si ils sont fascistes? alors oui, on peut dire que Franco avait des idées fascistes. Mais après, qu'est-ce que le fascisme? Le fascisme, c'est pas pire que le communisme.
le fascisme, c'est pas pire que le socialisme. Alors d'accord, sous les régimes fascistes, par exemple le régime fasciste, puisque c'est Mussolini qui a créé le fascisme, sous le régime de Mussolini, oui, les partis étaient interdits. Oui, c'était pas un régime démocratique, mais c'était pas un régime démocratique comme l'était les régimes communistes, comme l'est la Chine aujourd'hui. Comme la C'est République, tout hein. le temps pareil. La Voilà. Première République, la Troisième République, Deuxième République, c'est pareil, hein. Exactement, exactement. Et alors que Franco soit fasciste, pas non plus entièrement, mais c'est vrai qu'en partie, il y a des grosses similitudes avec les faisceaux de combat italiens. Euh, mais encore une fois, moi, mon opinion, c'est que pour l'Italie, donc pour le véritable fascisme, c'est-à-dire le fascisme italien, pour le cas du fascisme italien, il n'a été problématique, ou enfin en tout cas véritablement problématique, uniquement après la guerre d'Éthiopie. C'est-à-dire qu'après la guerre d'Éthiopie, Mussolini s'est rapproché d'Adolf Hitler et il y a eu des liens qui se sont faits. Alors qu'avant cette guerre d'Éthiopie, comme je l'avais rappelé dans un des lives, dans un live que j'avais fait sur cette chaîne, avant la guerre d'Éthiopie, Mussolini était anti-nazi. Anti-nazi. En 1934, les nazis ont, ont voulu faire un coup d'État en Autriche, l'Autriche qui était alliée à l'Italie. C'est-à-dire qu'il y avait Dollfuss, c'était ce qu'on appelle un fasciste. Et donc, les nazis ont voulu faire un coup d'État en Autriche. Ils ont tué Dollfuss. Et à ce moment-là, Mussolini a envoyé un ultimatum. Si les nazis d'Allemagne envahissent l'Autriche, l'Italie déclare la guerre et envoie des... D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé des divisions à la frontière autrichienne et du coup, il a menacé Adolf Hitler et il a réuni la France et l'Angleterre et, et ensemble, ils ont rédigé un pacte ou un traité, je ne sais plus comment il s'appelle, que si un jour Hitler déclare la guerre à un de ses voisins, l'Italie enverrait, je crois, une vingtaine de divisions en France pour soutenir la France et ensemble, l'Italie, la France et l'Angleterre déclareront la guerre du coup à l'Allemagne. Alors voilà, pour moi, mon postulat, c'est qu'avant, comme j'ai dit, la guerre d'Éthiopie, le fascisme, c'est pas non plus. Il y avait évidemment, il y avait des problèmes, parce qu'évidemment, c'est pas un régime démocratique, voilà, Mais etc. aujourd'hui, Et ce c'est pas ce non qu'on plus. entend par fascisme, en fait, aujourd'hui, quand quelqu'un te traite de facho, c'est quoi? C'est en fait, Ça veut rien c'est dire. être anti-musulman, Mais, anti-immigration. mais, En si- soi, mais, c'est mais pas ce être qui est raciste. fou, mais c'est surtout pas fasciste. Mussolini, en 1939, s'est déclaré épée de l'islam. Pas épée pour persécuter les musulmans, mais pour défendre les musulmans. Épée pour défendre les musulmans. C'est-à-dire que si tu es anti-musulman en France, si les gens te traitent de fasciste parce que tu es anti-musulman, ben c'est qu'en fait, c'est totalement C'est contraire. communiste. Et, mais voilà, les fascistes, ils n'étaient pas anti-musulmans. Franco, il n'était pas anti-musulman. Au contraire, comme j'ai dit, il y avait un des rares généraux d'Europe qui était musulman dans son armée. Donc ils étaient absolument pas anti-musulmans. Mais évidemment, aujourd'hui, on met l'étiquette fasciste à n'importe qui parce que justement, je pense que les gens de gauche savent que le fascisme, c'est dangereux pour eux. C'est-à-dire que le fascisme, ça peut plaire à énormément de gens. Le vrai, je parle du vrai fascisme. Je parle pas du nazisme. Le nazisme, c'est autre chose. Mais je pense que le vrai fascisme peut plaire à énormément de personnes. Et c'est pour ça qu'ils collent l'étiquette de facho et ils insultent les gens de facho à tout bout de champ parce que justement, ils savent que ça peut être quand même, ça peut être très dangereux pour eux. Mais du coup, ils dévoient le fascisme. Ils n'expliquent jamais ce que c'est que le fascisme. Parce que si on explique vraiment ce que c'est que le fascisme, on verrait que le fascisme, c'est un régime qui est quand même de gauche. Alors, je dis pas qu'il est Un d'extrême régime gauche. Je dis politique, pas ouais. que le fascisme, c'est d'extrême gauche. Je dis qu'il est quand même de gauche. Les fascismes, je rappelle que Mussolini a mis en place un système de retraite obligatoire. En France socialiste, il n'y avait pas ça à l'époque. Il a mis aussi un SMIC. En France socialiste, ça n'existait pas. Alors, c'était un SMIC par corporation. Il a mis des taxes C'était les sur les produits royalistes de hein, qui luxe. l'ont fait voter. Il a mis des taxes sur les
sur les Sur du objets de luxe, luxe ouais. en Italie. Il a mis des taxes sur les serviteurs, il a mis énormément de taxes pour contraindre les riches. Alors évidemment, il n'était pas non plus anti-riche, mais c'était quand même, il s'imprégnait évidemment du Il avait, socialisme. il avait une C'est- conscience quand même sur ce capitalisme déréglé également, un peu comme Franco et Pétain Oui, finalement. mais il était absolument anti-libéral. Vous lisez la doctrine du fascisme, c'est anti-libéral. Et enfin, c'est écrit noir sur blanc que le régime fasciste, c'est un régime anti-libéral. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus fou, c'est que dans la même doctrine du fascisme, Mussolini dit les races n'existent pas, ce qui est quand même fort, hein. Les races n'existent pas. Et je crois que c'était avant écrit la doctrine du fascisme. Il disait aussi que le peuple italien, c'était un peuple métis, et c'est ça qui avait fait sa force. Dans les veines des Italiens coule le sang d'une vingtaine de peuples. Détenu, ouais. Voilà. En fait, du coup, le fascisme, le vrai fascisme, c'est quand même une idéologie qui est à des années-lumière que ce que veut lui prêter la gauche aujourd'hui. Pour la gauche aujourd'hui, être anti-immigration, c'est être fasciste. Alors que je suis désolé, les régimes les plus xénophobes qu'il y a eu sur Terre, c'est les régimes communistes. Bien En sûr. URSS, tous les étrangers Antilibéral qui à arrivent en souhait. URSS, il y avait littéralement un service du KGB, un service des services secrets communistes qui surveillaient tous les étrangers sur le sol soviétique. Il y avait si c'est pas de la xénophobie, si c'est pas de la haine, je ne sais pas ce que c'est. Il y avait littéralement un service de l'État qui surveillait tous les étrangers. Imaginez aujourd'hui en France, on crée un service pour surveiller tous les étrangers de France. Dire qu'on met sur écoute, on met sur écoute les Africains, les Algériens, on surveille leurs faits et gestes, on note ce qu'ils font. Et imaginez, et bien ça, c'est ce qui était fait en URSS. En URSS, qui était un régime quand même xénophobe qui était, je ne vais pas non plus dire que c'est raciste, puisqu'il ne prônait pas la suprématie d'une race sur une autre, mais c'était quand même un régime xénophobe, un régime islamophobe, christianophobe évidemment, un régime même parfois antisémite, il y a Antilibéral quand même aussi, eu ouais. de l'antisémitisme, Ouais. évidemment antilibéral, contrairement du coup, alors, je tiens aussi à montrer, souvent les gens, par exemple, quand tu dis que tu veux, t'as des idées anti-homosexuelles, les gens disent que tu es un fasciste. En Italie fasciste, il n'y avait aucune loi contre les homosexuels. Alors évidemment, le mariage homosexuel n'était pas autorisé, mais il n'y avait aucune loi anti-homosexuelle. En URSS, il y avait les homosexuels étaient interdits. C'est-à-dire que si on vous voyait embrasser un autre homme, on vous prenait et on vous envoyait au goulag. C'était interdit. L'homosexualité était interdite. En Italie fasciste, c'était pas interdit. Donc l'homosexuel, c'est-à-dire que tous les homosexuels du RSS étaient envoyés au goulag. Et d'ailleurs, c'était pareil à Cuba. Et à Cuba, ils envoyaient les homosexuels dans C'est vrai. des camps de, je sais pas, de Rééducation. réinformation ou un truc comme ça. Et ces camps de rééducation étaient dirigés par qui? Par Che Guevara. C'est-à-dire que Che Guevara a dirigé les camps pour des camps de concentration pour homosexuels. Ce qui est absolument fou. C'est-à-dire que les gens Et, aujourd'hui, on et voit dans les Pinochet, les jetés de manifestations. l'hélicoptère. Bah oui, mais les gens aujourd'hui dans les manifestations qui portent des drapeaux LGBT et qui portent un t-shirt chez Guevara, ils portent l'image d'un mec qui persécutait les homosexuels, ce qui est dingue. Et aujourd'hui, les gens qui veulent qui sont anti-homosexuels, on dit qu'ils sont fascistes, alors que dans l'Italie fasciste, il n'y avait aucune loi, contrairement en URSS, aucune loi anti-homosexuelle, qui est quand même fou. Alors je dis pas non plus que en Italie fasciste, c'était un régime homophile et les homosexuels pouvaient faire ce qu'ils veulent. Il y avait quand même une pression sociale et c'était pas non plus bien vu dans le régime. Mais il n'y avait aucune loi qui était codifiée qui faisait en sorte que les homosexuels étaient envoyés en prison parce qu'ils étaient homosexuels contrairement en URSS. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire plein de choses. Et je tiens aussi à C'est souligner fou quand quelque même. chose, c'est qu'en Italie fasciste, aucun juif n'a été envoyé en Allemagne. Aucun. Absolument aucun. Et ils n'ont tué aucun juif. Et ça, il faut le rappeler. Alors, je ne dis pas non plus que le régime fasciste italien était un bon régime. C'était quand même un régime dictatorial. Mais insulter les gens de fascistes, c'est de ne pas connaître ce que c'est que le fascisme.
On peut insulter les gens de nazis si vous voulez, mais insulter de fascisme, c'est complètement différent. C'est, ils ont complètement changé la signification du mot fasciste. C'est, voilà. Ouais, parce qu'à la base, il n'y a pas de suprémacisme blanc, il y a Ah pas de non, ça dans le fascisme de base, hein. non, mais dans le fascisme, il n'y a pas ça. C'est que Là, il dans n'y le a pas ça, nazisme. oui, il n'y a pas ça, bien sûr. Et, Et dans le Mussolini, protestantisme aussi. mais, oui, mais Mussolini était contre le fait et, il trouvait ça complètement débile que les Allemands se sentent supérieurs. Il disait même, euh, je crois, ces gens-là, donc en parlant des Allemands, se sentent supérieurs à nous, alors qu'ils vivaient dans des forêts quand Rome était à son apogée. Pas faux. Ouais, Ils vivaient dans des huttes de caca, quoi. Comme les païens aujourd'hui qui veulent faire la morale aux chrétiens, les néo-païens, quoi. Ils vivaient dans des c'est huttes de ça. caca, je veux dire. Et dans les faisceaux de combat qui ont marché sur Rome en 1922, il y avait donc des gens qui étaient en chemise noire, donc des fascistes. Il y avait des juifs. Il y avait une centaine de juifs qui ont marché, qui ont été fascistes. Et même dans le régime de Mussolini, il y a eu plusieurs ministres juifs. Donc il y avait aucun antisémitisme. Évidemment, avant les grands événements, il y avait pas d'antisémitisme. Alors ensuite, après, oui, il y en a eu. Et malgré tout, ils n'ont jamais envoyé de juifs en Allemagne. Faut quand même le souligner. Comme quoi qu'ils ont une certaine puissance quand même pour réécrire tout ça, hein, pour changer les programmes scolaires, pour formater le cerveau des jeunes gens, parce que l'école ne t'enseigne pas ça, t'enseigne tout le contraire. T'enseigne Oui, que le bah, oui, fascisme, c'est le complètement. racisme, le fascisme, c'est le suprémacisme, etc., etc. Enfin voilà, c'est quand même hallucinant, Oui, mais alors que cette ça réécriture. l'a jamais été. Ça l'a jamais été. Alors si, alors ça l'a été quand les Italiens ont dû se rapprocher des Allemands, enfin surtout Oui. que Mussolini s'est rapproché des Allemands, parce que l'Angleterre, la France et tout le monde avait mis quasiment sous embargo l'Italie parce qu'ils avaient osé envahir l'Éthiopie, alors que l'Angleterre et la France avaient littéralement toute l'Afrique. Parce que l'Italie a osé envahir l'Éthiopie, alors ils ont quasiment mis l'Italie sous embargo. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que il y a une chanson italienne qui a été écrite justement avant l'invasion de l'Éthiopie. Et dedans, alors, le titre ça s'appelle Fascetta Nera, ça veut dire visage noir. Et là-dedans, il parle en fait que les Italiens vont venir, grosso modo, ils vont venir en Éthiopie, ils vont libérer, parce que ça parle d'une femme, donc ils vont libérer une femme noire de l'esclavage, ils vont la ramener à Rome, elle sera habillée en noir elle aussi, et elle sera romaine, il y a marqué ça dans la chanson, elle sera romaine, et elle marchera du coup à Rome, et elle saluera Mussolini, le Salut. douche, le Duce, et elle saluera du coup le roi. Et je trouve ça fou. Ça montre quand même que c'est pas une idéologie raciste à la base. Puisque ça parle justement du fait de ramener une femme noire à Rome, libérée de l'esclavage, en chemise noire comme les fascistes, donc de faire d'une femme noire une fasciste, et de dire qu'elle est romaine maintenant. Je trouve ça fou. À des années-lumière de ce que prônait le communisme, par contre, oui. Ou le socialisme. Ou Jules Ferry, hein. Jules Ferry, on se rappelle également, hein. Il Oui, appelait exactement. ceux qui n'étaient pas blancs des sous-races, hein, qu'il fallait éduquer, hein, parce que c'était des sous-êtres au QI limité, hein. Donc ça, c'est la gauche, hein, c'est socialisme, communisme, etc. Il y avait Black Mass qui te demandait si tu avais... Alors attends, je crois, avez-vous... il a supprimé... Ah non, quel est le meilleur livre qui parle du communisme, Yuri? Je sais pas si c'était un livre. Qui parle du communisme. Euh, qui- Euh, je sais qu'il y a un livre, alors j'ai jamais lu, mais il y a un livre pas mal, je crois que c'est le livre noir du communisme, mais je crois que beaucoup de gens le connaissent. Euh, Après, non, j'ai pas de livre spécialement en tête sur le communisme. Après, sinon, il y a Je pourrais toujours pas. Divini Redemptoris de Pionze, hein, l'encyclique contre le communisme athée, hein, qui vient rappeler beaucoup de choses et c'est très utile pour les catholiques de lire cette encyclique qui vient condamner, hein, parce que le communisme est condamné par l'Église, il ne faut pas l'oublier, hein. Voilà, hein. L'Église, elle, au moins, voilà, elle condamne le communisme. Tu peux pas être communiste et catholique, hein. Faut pas l'oublier, ça. Alors que la République ne va même pas condamner ce parti infâme qu'est le Parti communiste, hein. Absolument pas. Est-ce que tu veux dire un mot sur José Antonio Primo de Rivera? José Antonio Primo de Rivera, c'était le fils de Miguel Primo de Rivera.
qui a dirigé l'Espagne pendant 7 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, de 1923 à 1930. Et du coup, après 1930, je crois je dis pas de bêtises, il a démissionné, quelque chose comme ça. Et à la suite de ça, il y a eu une nouvelle république en Espagne. Et alors, José Antonio Primo de Rivera, donc son fils, le fils de Miguel Primo de Rivera, il a créé ce qu'on appelle le mouvement de la Phalange. C'est-à-dire que c'était un mouvement du coup nationaliste, c'était un mouvement national syndicaliste. Il l'a créé en 1930. Et donc, dont faisait partie, enfin, c'est les Phalanges ont soutenu du coup le général Franco. Et le général Franco, du coup, a fait partie de ces phalanges-là. Et ensuite, il a créé un autre parti. Alors là, je crois que c'est un terme plus technique, euh, plus compliqué à dire. Attendez, je vais juste le trouver. Alors je vais le dire en français, évidemment, la phalange espagnole traditionnaliste. Donc ça, c'était le parti de Franco, hein, qu'il a eu jusqu'à sa mort. La phalange espagnole traditionnaliste et des juntes d'offensive nationale syndicaliste. Voilà. Et donc, José Antonio Primo de Rivera a créé ce parti-là en 1930, comme je l'ai dit, et au début du coup de la guerre d'Espagne, de la guerre civile, donc en 1936, il a été tué, il a été emprisonné et il a été tué justement par les républicains. Et le régime de Franco l'a érigé ensuite en premier martyr de la Révolution, en premier martyr de la guerre civile. Et, euh, et voilà. Il a été d'ailleurs enterré avec Franco à, à la, à la bon, je ne vais pas le dire en espagnol, mais à la vallée de Los Caídos. Euh, il a C'est là où il été y a le grand exhumé, monument à c'est ça, Franco, ouais. c'est D'ailleurs, il y a ça. eu des affaires, hein, des gauchistes voulaient le Oui. détruire, hein. Non, alors justement, et donc les deux personnes, donc Primo de Rivera et Franco, ont été enterrés là-bas. Et jusqu'en 2019, puisqu'en 2019, le gouvernement espagnol a décidé de déplacer du coup leur cadavre et de le mettre dans un autre cimetière, justement pour éviter que les gens aillent en pèlerinage là-bas et ne pas faire Entretenir la remonter. mémoire d'un héros, quoi. Voilà, exactement. Pour Il ne ceux voulait qui pas veulent voir, que. c'est ça. Voilà, c'est ici. Exactement. Donc la vallée de Los Caídos, la basilique Sainte-Croix. Donc, vous voyez ici, c'est là où que le général Franco, eh bien, il est enterré avec de Primera, ce que disait Yuri. Voilà. Exactement. Exactement. Et alors d'ailleurs, ils en font quand même un peu un martyr. Ils en ont fait un martyr quand on est des Primo de Rivera. Aussi du fait quand il est mort, il avait 33 ans. Donc ils ont Oui, fait un lien avec le Christ. la mort du Et, Christ. et voilà. Mais ça a été un grand personnage d'avant la Révolution, euh, Antonio de Primo de Rivera. Après voilà, je Voilà, je, voilà, je, voilà. je connais pas non plus beaucoup son histoire, mais je sais que ça a été le premier des martyrs enfin, de ce que les nationalistes appellent le premier des martyrs. Voilà. D'accord. Alors, on va continuer sur ce truc-là. Un événement qui doit se tenir le 29 novembre prochain à la chapelle Notre-Dame de Consolation dans le 8e arrondissement de la capitale, écrit l'élu, organisé par le Cercle franco-hispanique, fondé en 1984 par Olivier Grimaldi pour promouvoir la phalange espagnole. La cérémonie religieuse entend célébrer des figures dont l'héritage est indissociable de la violence, de la répression et de la négation de démocratie, pointe-t-il du doigt. C'est quand même assez cocasse venant d'un communiste, quand même. C'est drôle, c'est marrant. Donc parler de Et, euh, démocratie quand on est communiste, se foutre de la gueule du monde, quoi. et dire que Franco, c'est Idéologie quelqu'un anti. d'indissociable de la violence, je veux dire. Attends, Oui. Alors que justement, le communisme, c'est le principe du communisme, c'est la révolution, c'est d'écraser violence même. d'écraser les capitalistes, d'écraser les patrons. Enfin, c'est le but du communisme, c'est la C'est de, violence. c'est de tout raser pour recommencer à zéro, en fait. C'est ça le Mais oui, communisme. c'est On la violence et rase c'est tout. partout sur la terre. Alors dire que Franco a été violent et lui en vouloir pour ça, c'est quand même cocasse. Alors que le communisme, c'est justement la révolution, c'est la révolte.
c'est la violence. On ne fait pas la révolte en slip derrière son PC. Ah oui, non mais oui. Contacté, Yann Brossat dénonce un crachat aux victimes du franquisme. C'est honteux avec ce genre d'événement. On réhabilite les dictateurs, les collaborateurs et les pires ordures. On fait face à un grand flou mémoriel où les héros sont présentés comme des salauds et les salauds comme des héros. Franco est responsable d'exécutions arbitraires de masse et de 40 ans de persécution à la tête d'un régime autoritaire, meurtrier et criminel, s'indigne-t-il. Cette psychologie inversée, putain, c'est fou, quoi. Oui, bah, dire que Franco, oui, évidemment, le régime n'était pas démocratique, c'est vrai. Il y a sûrement eu Eh oui, des, mais des, après, des persécutions, oui. c'est pas une Mais insulte qu'un de ne pas être communiste dise ça, démocratique, attention. Hein. Il mais, faut qu'on mais, 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 recontexte quand même. mais qu'un communiste dise ça, En c'est fort, plus, quoi. bah oui. Oui, Alors qu'ils sont contre la démocratie également. Je veux dire, oui. c'est pas grave hein, d'être contre la démocratie en fait. Hein. C'est pas grave d'être pour la dictature en fait. C'est pas grave. Hein. Sous les rois catholiques, c'était quoi? C'était pas la démocratie. Hein. C'était une dictature du bien également. Hein. Le roi, eh bien, exerçait la foi, la religion catholique et permettait que la loi catholique prévale sur toute la société et sur toutes les pulsions et passions humaines. Hein. Donc c'est pas grave d'être pour la dictature ou pour un État autoritaire. Hein. C'est pas grave. Hein. La démocratie, c'est une arnaque hein, de toute façon. Hein. C'est démoncratie, un démon. Hein. Vous voyez, démoncratie. Donc ça, c'est une invention néo-moderne. Hein. Démocratie, ça n'existe pas dans les faits. Hein. Même en France, on peut le voir, il n'y a pas de démocratie en France. Hein. C'est un dévoiement à la monarchie parce qu'on voit un Macron tout puissant quand même. Hein. On voit des députés tout puissants, un Sénat tout puissant. Donc voilà, il n'y a pas de Mais, démocratie. mais surtout, il dit que Franco n'était pas démocrate, d'accord? Je rappelle que quand il a fait la guerre civile, les femmes n'avaient pas le droit de vote en France. Ouais. Donc on peut dire pareil de la France, c'était pas un État démocratique. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Donc c'est marrant à chaque fois toutes ces allégations pour ces C'est allégations contre des les inversions régimes accusatoires. Mais oui, mais en France, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Aux États-Unis, il y avait la ségrégation. Et ensuite, ils font passer les régimes comme Franco pour des régimes immondes de crapules, alors que, je sais pas, la colonisation s'est terminée en 1960. Voilà, Et puis c'est quand même cocasse. faire travailler les enfants durant la République. Hein, on s'en rappelle, juste après la Révolution, ils faisaient travailler Oui, les enfants dans les usines pendant 8, 9 heures. Ils les battaient. Il y a des docteurs qui ont fait des rapports à cette époque-là en expliquant qu'il y avait des enfants ouvriers qui n'avaient plus de mains, qui n'avaient plus de pieds, qui étaient fracassés, qui se faisaient crever des yeux, excusez-moi, qui se faisaient crever des yeux par les contremaîtres, etc. Ils se faisaient fouetter quand ils en pouvaient plus. Excusez-moi, hein, cette démocratie, hein, on l'a bien vu à l'œuvre. Hein, et toute cette tyrannie contre le catholicisme, l'anticléricalisme, c'est ça votre démocratie. Hein. Jamais, absolument jamais, la République n'a été gouvernée par le peuple, parce que démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Hein. C'est le gouvernement par le peuple. Le peuple, à part mettre une petite urne une petite enveloppe dans une urne, n'a absolument jamais participé à toutes les mesures politiques qu'on nous a soumises. C'est-à-dire, il y a un 49.3 qui va vous dire Maastricht, oui ou non? Non. Ah ben si, en fait, si. Parce que vous êtes trop con pour choisir. Entrer dans l'Union Européenne, oui ou non? Non, si, si, en fait, si. Vous êtes trop con pour choisir. On va mettre le D'ailleurs, 49.3. c'est l'immonde Sarkozy qui a signé le traité de Lisbonne. Cette Oui, pourriture, cette crapule, c'est une pourriture, qui, hein, Sarkozy. qui dans un régime absolument sain, il aurait fini soit à vie dans une prison, soit il aurait été pendu. C'est Non, une des pires des crapules. C'est le pire président qu'on ait eu depuis dans la Ve République. C'est une crapule, une ordure, un mafieux. Et je souhaite aussi quand même rappeler, donc ces personnes-là disent que le régime de Franco a fait des atrocités durant la guerre civile, mais on n'est pas dans un régime politique où ça glorifie la Révolution française.
ça glorifie tous les massacres que les révolutionnaires ont fait. Enfin, je comprends pas. Ouais. Les révolutionnaires français, ils ont fait 1 milliard de fois plus de massacres. Ils ont tué bien plus de gens que Franco durant la guerre civile. Que C'est la quand même France cocasse. sous la guerre catholique, enfin sous les guerres catholiques, hein. C'est cocasse. Pourquoi C'est enfin, je comprends pas. C'est ce deux poids, deux mesures à chaque fois. On est dans un pays où voilà, ça glorifie la prise le 14 juillet, c'est une honte qu'on le célèbre. C'est vraiment quand on regarde l'histoire de la prise de la Bastille, c'est une oui, honte. c'est une C'est honte la absolue. Ouais. honte. Mais c'est le mensonge. Enfin, je sais pas si tu connais un peu l'histoire de la prise de la Ouais. Bastille. Les révolutionnaires donc ont assiégé la Bastille. Dans la Bastille, il y avait, je crois, des gardes suisses. Et pendant toute le siège de la Bastille, les révolutionnaires, je crois, ont tué personne. Ils ont tué personne. Ceux qui défendaient la Bastille ont toujours résisté. Ils ont toujours résisté. Et en fait, pendant du coup cette prise de la Bastille, les révolutionnaires ont fait un pacte avec la personne qui gardait la Bastille. Et ils lui ont dit, on arrête les combats, on arrête le combat, on vous laisse repartir tranquille. Et du coup, on prend la Bastille, on se sert donc du coup dans la Bastille, on prend les fusils, Les etc. fusils, ouais. Celui qui dirigeait la Bastille a accepté. Donc tous les soldats qui étaient dans la Bastille sont sortis. Et quand ils sont sortis, la foule, la foule de révolutionnaires, ils ont tué plusieurs défenseurs du coup de la Bastille. Ils ont tué le général qui était en charge de défendre la Bastille. C'est vraiment des crapules. Ils ont usé de la malice. Ils ont menti en disant qu'ils allaient sortir libres et ils allaient pas les tuer. Ils ont menti. Dès qu'ils En ont tourné plus, le dos, ils lui ont sauté dessus, ils ont massacré. Ouais. mais exactement, en plus de ne pas avoir réussi à prendre la Bastille par les armes, ils ont dû prendre la Bastille par la malice, par la magouille, par le mensonge, et ils ont mis un couteau dans le dos à une personne avec laquelle ils avaient pactisé quelques heures avant. C'est horrible de fêter le 14 juillet, c'est horrible de fêter la fausse prise de la Bastille. Les révolutionnaires n'ont jamais pris la Bastille. Ils ont menti. Oui. Des menteurs, des magouilleurs. Ils l'ont pris Ils ont par le menti. mensonge et la malice, clairement. Ils l'ont pas pris de les armes. Et ils ont jamais, durant la bataille, ils ont jamais, je crois bien qu'ils ont jamais tué un seul des défenseurs de la Bastille. Un seul soldat qui défendait la Bastille. Je crois qu'ils n'en ont jamais tué un. Ouais, ça m'étonne pas, ouais. Et du coup, enfin, ils les ont tués quand ils ont menti, quand ils leur ont menti en disant qu'ils allaient repartir à libre, ils les ont tués à ce moment-là. Ce qui est fou. On ne devrait pas aujourd'hui fêter cette horrible fête qu'est le 14 juillet. On ne devrait pas le fêter. On devrait Ça va être fêter la cette honte. fête pour la fête des innocents, finalement. Ça va être la honte. C'est la honte. C'est la Faudrait qu'on honte de faire ça. l'instaure dès qu'on reprendra le pouvoir, la fête des menteurs. Tu vois, la Ah fête des oui. crapules. Montrer ce que c'est qu'une crapule qui rompt un pacte, qui n'a pas de parole. Un homme qui n'a pas de parole, ça vaut rien, quoi. Manon dit, mon père dit que sous Franco, il n'y avait pas de drogue. Ah oui, ça, je pas. C'est peut-être possible, hein, c'est vraiment possible, hein. Ouais, C'était ouais. sous. On a pu voir d'ailleurs. C'était en Afghanistan, je crois, ou en Syrie. En Afghanistan, je crois. Allez, Euh, Après le départ des Américains, ils ont également banni toutes les drogues parce que c'est les Américains qui sont venus amener la drogue en Afghanistan avec le commerce d'opium, etc. On a oui, vu en ça aussi, hein. Afghanistan, ouais. Ouais. Ouais, en Ouais, Afghanistan, ouais. ils ont complètement arrêté les talibans en Afghanistan ont complètement arrêté Mm. le commerce d'opium. En fait, c'est historique en Afghanistan, c'est un pays qui a toujours produit de l'opium. Et du coup, les talibans ont mis fin du coup à ce commerce-là. Mais aussi en Syrie, en fait. En Syrie, Ouais. malheureusement, sous Bachar al-Assad, c'était La la CIA. pharmacie du Captagon. En fait, le Ouais, le Captagon, Captagon, ouais. c'est une drogue que prennent les Arabes. C'est-à-dire, c'est une drogue très populaire en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Palestine, en Israël aussi, au Liban, en Syrie. Et du coup, enfin, c'est des petits cachets, hein. Je sais pas c'est quoi je crois que c'est des amphétamines. Et du coup, c'était fabriqué. Ah, attends, j'ai une pop-up. C'était fabriqué du coup en Syrie. Et depuis que Bachar al-Assad a été renversé, je crois qu'il y a la production de ces captagons a nettement chuté. Alors après, peut-être que ça va reprendre, hein, on ne sait pas. En Mais tout cas, voilà, ça m'étonnerait pas que sous Franco, ouais, les drogues étaient bannies et interdites, hein. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que dans
dans les, dans les dictatures ou les sociétés fascistes ou autoritaires, il y a toujours un corps sain quand même qui est mis en avant. Hein. Toutes les drogues et tout, c'est plus du côté communiste, ça. C'est plus on va salir par la drogue, on va faire une guerre biologique, une guerre de la drogue, comme aux États-Unis aussi. Hein. On a vu aussi de grandes sociétés pharmaceutiques euh, empoisonner la population également avec des cachets qui rendent addicts, etc. Donc ça, c'est quand même pas, je pense pas que dans des partis fascistes, etc., on puisse retrouver ce désir de se droguer ou une politique qui est pro-drogue, ou Bah, je il y pense pas. avait, enfin je crois pas en Italie fasciste, mais chez les nazis, ils ont créé une pilule de cocaïne. Il y avait de la cocaïne et de la méthamphétamine. Et en fait, ça s'appelait je crois la D9. Mais en fait, ouais, c'est la D9, je crois. Et, euh, et en fait, ils le donnaient aux soldats, justement, pour se battre, qu'ils puissent marcher pendant des heures, qu'ils puissent ne pas dormir pendant des jours, justement parce que c'était en fait, ils ont créé ça vers la fin de la guerre, parce que c'était, voilà, ils savaient qu'ils étaient en train On de de perdre, donc perdre. ils essayaient par tous les moyens de faire en sorte que les soldats arrivent à tenir. Et bon, ça n'a pas trop marché, mais ils ont utilisé comme moyen, donc c'est des sortes de petites gélules qui donnait ça à enfin, il donnait donc toutes ces gélules aux soldats. Et donc, dedans, il y avait de la cocaïne, de la méthamphétamine, et pour que justement les soldats puissent tenir. Mais après, c'était pas un commerce, c'est pas un commerce de drogue pour que le peuple puisse l'utiliser, quoi. C'était vraiment Ouais, uniquement les c'était soldats. réservé à l'accès militaire, ouais. Hmm. Voilà. Mais Mais je pense que ça, peut-être que tous les régimes l'ont utilisé. À mon avis, il y avait l'alcool en France pour les poilus, etc., hein, pour oui, donner du oui. courage. Hein. La goutte, comme on appelait ça. Hein. Ouais, donc tout ça s'est fait un peu partout, ça. Même si là, on a un stade un peu plus pire, parce qu'il y a l'addiction derrière qui peut arriver aussi très vite. Hein. Mais bon, de toute façon, leur espérance de vie était très limitée à ce moment-là, hein, pour les armées nazies. Hein. Ils savaient très bien qu'ils étaient en train de se faire exploser. Hein. Mais non, je pense pas qu'il y ait cette promotion. Par contre, tu vois, là, Black, il me demandait ce que je pense du capitalisme. Eh bien, ce que je pense Black capitalisme, c'est que j'en pense beaucoup de mal. Surtout quand le capitalisme est déréglé. Surtout quand le capitalisme n'est pas tenu d'une main de fer par un catholique, par un roi catholique, ou par exemple, comme Franco, hein, qui a évité le capitalisme de se dérégler et de devenir le maître des hommes. Il faut un capitalisme qui est réglé sur la foi catholique et qui n'est pas déréglé parce qu'il va mettre en esclavage les gens. On peut le voir aux États-Unis, là on parle de drogue, comme je disais avec ouais, le scandale des opiacés exactement, monsieur Gigib, on peut voir ce capitalisme déréglé qui va anéantir les pauvres, qui va se servir de la pauvreté pour leur faire ingurgiter tout et n'importe quoi, et qui va écraser les pauvres. Enfin, moi, personnellement, je suis contre le capitalisme. Capitalisme déréglé, encore une fois. Anticapitaliste. Oui, anticapitaliste, quand c'est dans une Antifasciste. république, ouais, je suis antifa, moi. Je suis assez anarcho-communisto antifa, ouais, tu vois. Non, mais voilà, si le capitalisme est réglé par un roi, c'est comme Louis XVI, il avait contrôlé le capitalisme. C'est pour ça que les bourgeois vont tout faire également avec les francs-maçons, etc., pour l'un récupérer le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, et l'autre récupérer le pouvoir financier. Donc c'est une association de plusieurs domaines qui va s'associer pour faire tomber le roi et récupérer les trois pouvoirs, quoi. Le pouvoir temporel, spirituel et financier. Donc, eh bien, à ce moment-là, ça donne une bourgeoisie déréglée, une bourgeoisie qui va mettre en esclavage son prochain pour le profit et qui va de facto dénaturer tout l'équilibre social du pays, ce qui va apporter à la révolution d'ailleurs eh bien, une différenciation de classe. C'est à ce moment-là qu'on va parler de classe sociale. C'est à ce moment-là qu'on va ériger les pauvres avec les riches contre les riches, etc. Plus Marx qui arrivera un peu plus tard. Mais sous l'Ancien Régime, il n'y a pas cette guerre des classes, ça n'existe pas. Parce que chacun peut vivre de son travail. Le roi est là et fait en sorte que tout le monde puisse vivre de son travail, puisse manger à sa faim. Hein, il y a des études d'historiens qui prouvent que dans certaines régions de France,
les paysans mangeaient de la viande 2 fois par jour, hein, quand même. Alors qu'aujourd'hui, en 2025, je vous rappelle que j'ai fait d'ailleurs sur Radio du Clocher, c'était l'émission de ce matin, nous avons reçu le rapport de Secours catholique sur la pauvreté en France. Il y a des gens qui mangent qu'un seul repas par jour en France en 2025. Il y a des gens qui ne peuvent plus se chauffer. 95% des enfants accueillis par le Secours catholique vivent dans une famille extrêmement pauvre. Il y a eu un appauvrissement spectaculaire en France. Et aujourd'hui, c'est le capitalisme qui règne en maître. Le capitalisme, la démocratie, l'extrême centrisme, etc. Donc voilà, moi je suis clairement contre quand c'est déréglé. Sous un roi, eh bien, je ne suis pas contre tant qu'il est tenu d'une main de fer, tout simplement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Est-ce que tu veux faire une homélie sur le capitalisme? Le Sur le libéralisme. libéralisme, oui. Moi, je suis pas non plus. Je suis d'accord que il faut quand même le réguler. Il faut quand même qu'il y ait une personne au-dessus qui puisse intervenir quand certaines entreprises ont trop de pouvoir, quand il y a des situations de monopole, évidemment. Mais je suis quand même pour le fait de laisser la liberté économique aux personnes. Alors oui, c'est vrai, il y a des gens en France. Bah après, le problème, c'est que la France, c'est un système spécial. C'est-à-dire que pour le bas peuple, c'est socialiste, c'est-à-dire que tout le monde paye des impôts, tout le monde paye tout ça. Alors que pour les ultra riches, c'est un système ultra libéral. C'est-à-dire que les ultra riches, ils payent aucun impôt à chaque fois. Ils sont toujours exempts de tout ça. Alors que nous, le bas peuple, on se fait bombarder d'impôts dans tous les sens. Eux, les ultra riches, ils ont toujours des moyens de créer des sociétés écrans, de créer des machins, des Les montages paradis financiers pour ne fiscaux, ouais, jamais mais payer clairement. d'impôts. Non, pas forcément des paradis fiscaux, hein. Voyons, dans les règles en France, En exploitant les ils peuvent règles, oui. totalement. Mm. Oui, mais ouais, ils peuvent créer des sociétés, plusieurs sociétés. Une société va envoyer des dividendes à une autre, comme ça ils vont avoir moins d'impôts. Il y a toute, Avec les, comment on et- appelle ça, là, merde, la société tête, là, merde, c'est un nom particulier, tu sais, des mères, la holding. la holding, voilà. La Voilà, holding exactement. qui va tout récupérer les dividendes et qui va les verser, etc., pour éviter les C'est impôts ça. dessus, ou Oui, alors parce que un les dividendes impôt sont moins moindre. taxés. C'est ça. Moins Que si tu te taxés. verses un salaire, tu es au-dessus. Mais du coup, les ultra riches, ils sont exempts d'impôts et nous, le bas peuple, on se fait massacrer d'impôts dans tous les sens et on n'a jamais le fruit de notre travail. Et si tu Alors il bronches, eh faudrait. bien, tu as l'impôt qui vient de Ah oui, saisir sur ton salaire directement, quoi. Ou sur tes ah aides bah oui, sociales, hein. bah oui, bien sûr alors que eux, ils payent jamais d'impôts, c'est la fête, c'est la belle vie. Nous, on se fait Et écraser. attends. Pour moi, il faudrait un système bien plus libéral. Faudrait faire en sorte. Moi, par exemple, personnellement, je suis pas non plus un spécialiste en économie, mais pour moi, il faudrait supprimer le système de retraite, supprimer complètement. Il faudrait supprimer énormément d'avantages. Alors par contre, je suis pour le fait qu'il y ait un système de santé publique. Ça, j'en suis attaché, même pour l'aide médicale d'État. Je pense que tout le monde, chaque être humain sur Terre a le droit de se faire soigner. Mais par contre, à côté, il faudrait supprimer toutes les autres aides, même le chômage, même si j'en profite. Non, on peut pas supprimer le chômage. C'est quand même Et- un filet de secours pour les familles. Mais il faut, avant toute chose, avant de vouloir supprimer des réformes sociales, je pense qu'il faut déjà trouver des moyens pour remettre à l'honneur le travail et pour permettre aux chômeurs de trouver du travail. Parce que Ben oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plus de 6 millions de chômeurs aujourd'hui pour 500 000 offres en tout. Et dans les 500 000 offres, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a énormément de CDD, d'intérim. oui, c'est Il y que a pas ça, hein. 500 000 CDI, hein. Voilà, 80% il y a des pas de offres, travail. 80% des offres, c'est CDD intérim. Moi, C'est du précaire. je connais une personne, c'est à chaque fois qu'on lui propose du boulot, c'est CDD ou intérim, c'est jamais CDI. Je trouve ça dingue. Dingue. Ouais. C'est-à-dire qu'on lui propose jamais C'est de CDI. un Pourtant, mois, 2 mois, une semaine, deux oui, semaines, 3 semaines. oui. C'est scandaleux. Et- Scandaleux. mais le pire, c'est que c'est pas comme si cette personne travaillait dans l'événementiel ou ces genres de trucs. Elle travaille je crois, dans le service de RH ou Merci à quelque toi, chose. Benji. Bonne nuit. Elle travaille dans un service de RH ou quelque chose comme ça. Enfin, normalement, dans un service où il devrait y avoir de la stabilité. Malgré tout, on lui propose uniquement des CDD et de l'intérim. C'est fou. Alors moi, Incroyable. pour mon cas, dans mon secteur, non. C'est à chaque fois des CDI.
Mais je vois pour les personnes autour de moi, c'est affreux. Il y a- Pour les travaux sans diplôme, salarié de base, voilà, tu tapes du CDD, de l'intérim, des machins, sauf dans certains milieux spécifiques, mais en principe, ouais. Je voulais rebondir sur l'état de pauvreté en France, hein, avec le rapport qui explique que le texte note qu'entre 2003 et 2022, le revenu moyen des 0,1% des plus riches en France progressait de 119%. Donc voilà, hein. On rappelle qu'ils se sont enrichis, même l'ère Covid, hein. Ils se sont engraissés. Tu vois, les Leclerc, les machins et tout, ils se sont engraissés, monsieur Leclerc et tout, hein, parce qu'ils étaient ouverts pendant le Covid, pendant que les petits commerçants, ils étaient fermés et qu'on venait les faire chier. Les Leclerc, il n'y a aucun problème. Donc Oui, ces oui. ultra riches se sont engraissés depuis 30 ans sur nous. Voilà. Il faut Il y a tout. renverser, on est des révolutionnaires ici. Ouais, on va les brûler un carrefour, là. Raizatao. Mais c'est vrai, et ils sont engraissés. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, donc tous ces riches, ils s'engraissent, d'accord, mais leur argent, l'argent qu'ils ont, est-ce qu'un jour ça revient aux classes populaires? Jamais. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, quand ils l'accumulent, ils le dépensent uniquement dans des trucs de riches. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller au bar PMU du coin et s'enfiler des bières. C'est-à-dire que l'argent, ils vont aller s'acheter des yachts, donc des yachts qui sont fabriqués par des sociétés de luxe, de riches. Ils vont s'acheter des voitures de luxe qui sont fabriquées par des sociétés, encore une fois, de luxe, avec des gens riches à chaque fois. Donc en fait, les riches, dès qu'ils ont de l'argent, eh ben, ils le distribuent à d'autres riches. Ils sont Et dans leur quand caste Prolo, élitiste, ouais. mais quand un prolo en plus devient riche, eh ben c'est pareil. Quand il a de l'argent, il achète quoi? Est-ce qu'il achète, est-ce qu'il va au tacos du coin manger un tacos? Non. Et quand il a de l'argent, il va aller s'acheter un sac Louis Vuitton, il va aller s'acheter une Lamborghini. Il va jamais aller dépenser son argent chez les pauvres. Donc en fait, l'argent que le pauvre accumule et fait en sorte qu'il devient riche, ben, dès qu'il a de l'argent, il va aller dépenser son argent chez les riches. C'est-à-dire qu'au final, il y a de l'argent il y a de l'argent qui vient des pauvres et qui va vers les riches et qui reste toujours dans dans la bulle des riches. Et jamais, jamais ça va dans le sens inverse. Je dirais Jamais. qu'il y a 10% de cette fortune qui va dans les salaires des pauvres, Oui, mais en oui, dehors de oui, ça, bon, un tout 90% petit c'est peu. leur poche, quoi. Et c'est dans leur caste. Oui. C'est voilà, le milieu bourgeois, le milieu riche, ultra riche, etc. Et en plus, ça balance où l'argent? Souvent, très souvent, ça balance aujourd'hui, ça balance dans les Émirats, ça balance à Monaco, ou bien ça balance aux États-Unis. Aux Ouais. États-Unis. Au final, l'argent, il disparaît de la France Ah, et on ça voit pas la revient couleur, jamais. hein. Bah non, jamais. Alors Ah, évidemment, ben, tu dis un truc, tu dis ça à certains droits tardés en France, ils vont dire, bah non, c'est pas bien, il faut pas dire ça, les riches, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Bah, d'accord, mais au bout d'un moment, enfin, si on les taxe pas, si on fait pas ce genre de choses, l'argent qu'ils accumulent, jamais ça reviendra dans la main des travailleurs. Jamais. la S'il n'y a pas un réintégrera pas, minimum de ouais. taxes. Oui. En France, on taxe pas les riches, on les taxe pas. On taxe uniquement les pauvres. Les RSAistes. Voilà. Et la classe moyenne. Et les Et chômeurs, hein, sans- parce que on n'oublie pas, hein. Voilà. On Oui, n'oublie c'est pas, vrai. hein. Sous Macron, on a quand même perdu. Macron, c'est quoi, 5, 6, 7 ans maintenant, 7 ans de présidentiel. On a perdu 25% sur le chômage, hein. Avant, j'étais à 1050 euros, 1100 euros, je crois, de chômage. Je suis descendu à 820 euros par mois, hein, quand je suis au chômage, hein. Donc, voilà, c'est complètement scandaleux, hein. Donc, c'est 25% qui ont été pompés par la République pour payer des dettes ou pour payer des trucs à l'Ukraine ou je ne sais quoi, hein. Voilà, faut pas l'oublier, hein. Par contre, pour les pauvres, il n'y a jamais d'argent, il n'y a jamais rien. Tout pour les autres, mais jamais pour son propre peuple. En tout cas, si vous avez d'autres questions, allez-y. Sinon, on va s'arrêter là. Concernant la messe de Franco, eh bien, les organisateurs ont décidé d'annuler tout simplement. C'est dommage, hein. J'aurais pas pensé que la FSSPX, malgré la grosse pression qu'ils ont subie, eh bien, auraient pu annuler leur messe pour Franco. Peut-être qu'ils ont eu peur d'une dissolution de la fraternité Saint-Pédis, ou je ne sais pas, peut-être des conséquences politiques qui auraient pu nuire eh bien, à leur institut, je ne sais pas. En tout cas, d'après Mathieu Goyové, là, il expliquait que eh bien, ça avait été annulé par les organisateurs. Alors, est-ce que c'est peut-être la FSPX qui est à l'œuvre de ça, ou alors c'est vraiment l'association en elle-même qui a souhaité eh bien ne pas causer de problème à la FSSPX? Peut-être aussi. Ça, j'ai pas trop le détail, mais en tout cas, voilà. La messe a été annulée. Donc, n'hésitez pas, dimanche matin,
à offrir votre messe pour Franco à l'occasion eh bien, des 50 ans de sa mort. Voilà, offrez-lui vos messes, hein, vous pouvez, chacun, si tout le monde le fait, ça sera Une toujours offrande. mieux. Voilà, une offrande pendant la messe. Intérieurement, vous demandez au Seigneur, j'offre cette sainte messe pour, euh, pour le repos de l'âme de Franco et puis de Pétain, si vous voulez aussi, hein. Et puis Et puis même de de Staline aussi. Yuri, de Napo, de De Staline, de Staline, Mao, de Che Guevara, de Pinochet, de Néron, exactement. de ce que vous voulez, quoi. De En tout cas, Chirac. de Chirac. Chirac. Ah, Chirac, ouais, c'était un sacré aussi, lui. Ah bah oui. Sacré enfumeur, C'est lui aussi. c'est pas autant une pourriture que Sarkozy. Sarkozy, c'est quand même un grand mafieux, une grande pourriture. Chirac aussi, hein. C'est pas Ah oui, oui, Chirac qui a évidemment. permis le fait qu'on. Alors attends, je crois que c'est Chirac qui a fait ça. Chirac a fait en sorte que l'État français, quand il va emprunter de l'argent, va payer des intérêts sur son propre argent pour les Rothschild ou je ne sais plus quoi. Il y a quelqu'un qui a fait ça, mais je ne sais plus quoi. Et François. Oui, sûrement, sûrement, oui. Bah, bien sûr, Et le pape mais, François également, oui. et- je pense pas que Chirac, il ait fait des choses illégales. Sarkozy, oui, c'est un mafieux qui a fait des choses affreuses, qui a fait, enfin, c'est terrible quand on regarde ce que Sarkozy a fait. Il a quand même, je crois, espionné, il a espionné des magistrats. Il a monté un système pour justement espionner ces magistrats. Il a, il a déclaré la guerre à la Libye uniquement pour cacher certaines choses, alors que Kadhafi lui avait prêté de l'argent pour sa campagne, ce qui était d'ailleurs absolument illégal, le fait de prêter de l'argent. Il a ensuite, avec l'affaire Big Malion, dans sa campagne de 2012, c'était 2012 hein, l'élection, hein, je crois 2012 ou 12, ouais. 2014, 5, 6, 7, 2012. 2012. Ouais, donc pour l'élection de 2012, il a monté donc tout, un système justement pour ne pas dépasser le plafond des frais de campagne avec donc l'affaire Big Malion, c'était une entreprise écran qui recevait de l'argent. Bon bref, il a fait tout ça et il aurait mérité de finir au moins toute sa vie en prison, Mm. si ce n'est pas la pendaison. Mais Et au bon, vu final, il qu'il a a fait fait la quoi? peine de mort, 10 jours de prison. ouais. 10 Et jours. là, il est libre, il bouffe Et dans il est des libre. McDonald's. Et Enfin, il est là pas en train de se McDo. pavaner sur Twitter. Oh, qu'est-ce que c'était dur quand t'es en prison seul, face à toi-même, machin, machin. Ouais, Enfin, allez, arrête, garçon. T'as ouais. fait 10 Alors que jours, le t'étais mec, ultra protégé. il a traqué Kadhafi comme si c'était Oui, un chien. Il a trahi tout le monde. Et c'est un mafieux comme pas possible. Il devrait finir sa vie en prison. Ce mec, il est absolument infâme. Et c'est c'est vrai. lui, quand les Français ont voté non au Hmm. traité à Maastricht, c'est lui qui a signé ensuite le traité de Lisbonne. Alors que les Il a dit, Français vous avaient êtes trop voté non. con. Mais de toute façon, Il avait ouais, voté non. lui, Les Français avaient voté non. il va sortir un livre sur son séjour en prison. Ouais, mais ça m'étonne même pas, lui, il est tellement. Ouais, non, mais Et Sarkozy, c'est lui qui avait également dit, hein, nous sommes dans l'ère du grand métissage, que vous le vouliez ou non, vous allez vous métisser. Voilà, c'est lui qui a fait venir tout ça. c'est une pourriture. Une Voilà. De pourriture. toute façon, l'UMPS, hein, ça a toujours été des partis de pourriture, hein. C'est pas pour rien qu'on disait UMPS à l'époque, hein. En tout cas, voilà, messieurs, dames, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas et on va s'arrêter là parce que quand même, on a tenu 3h10, hein, quand même, hein. 3h10 à parler. Ça Ouais, demande quand même beaucoup de salive, hein. c'est vrai. Et t'as même pas bu une Ah, seule goutte d'eau, hein. Moi, j'ai bu un peu de bah oui. Coca-Cola. Oh, Ouais, j'en ai pas vu un. du J'ai la freeway. gorge sèche. Du Passe-en un peu, passe-en un peu. Passe-en un peu. Coca-Cola. Tiens. Merci. En tout cas, voilà. Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a fait tout le tour sur ce live, hein, de tout ce qu'on avait à dire. J'espère que c'était plutôt clair, hein. Je pense que c'était un très bon live. On a pu dire ce qu'on avait à dire. On a pu défendre un petit peu la vérité et puis défendre ces deux hommes, hein, qui méritent pas d'être traînés dans la boue, hein, injustement comme ça, et surtout par des communistes, quoi, j'ai envie de dire, par des Bah oui. socialistes, par des marxistes. Enfin, voilà. La pire crapule qui puisse exister sur Terre, je veux dire. Faut pas déconner non plus, quoi. Bah oui, exactement. Oui, 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 le maréchal Pétain a collaboré. C'est vrai, c'était pas bien, mais faut pas non plus dire que c'était une ordure. Il était absolument pas antisémite.
Moi, Mais personnellement, j'ai connu personnellement une dame, parce que j'ai habité à Vichy. J'ai connu une dame, une juive dont la famille a été cachée par le maréchal Pétain. Et puis, enfin, je vais pas dire, je vais pas dire parce que mon nom de famille va leaker, mais voilà, et je connais des juifs qui ont été justement sauvés par le maréchal Pétain. Des juifs connus. Mais bon, si je ne vais pas non plus leak mon nom de famille, que j'ai le même nom. ouais, ça serait dommage. Ah, est-ce que tu es juif, toi, non? Non. Non, moi je suis catholique. En tout cas, on va pas vous prendre plus de temps. On vous souhaite une excellente nuit et que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi, Yuri. Que le Seigneur te bénisse également.